On va passer tout de suite la parole d'abord à Thierry Damerval qui nous fait le plaisir, parce que maintenant c'est devenu presque chaque année, avec Yves Lévy quand il le peut, Thierry quand il le peut. Thierry était resté l'an dernier une grande partie de la journée. Il m'a appris tout à l'heure, et c'est un grand honneur et un grand plaisir, qu'il va de nouveau rester avec nous ce matin. Donc, au nom de la direction générale de l'INSERM, Thierry, je te passe la parole avant de vous faire rapidement ensuite quelques mots sur les travaux du comité au cours de la dernière année. Merci Hervé. Bonjour à toutes et à tous. Je vais être rapide. Je voudrais d'abord remercier très très sincèrement et très chaleureusement, bien entendu, tous les intervenants de cette journée. Emmanuel Hirsch, voilà, et le partenariat avec l'espace éthique Île-de-France, partenariat renouvelé et durable. François Dadéhi, que je suis très heureux que François participe à cette journée. Le centre de recherche interdisciplinaire, je pense qu'il en dira un mot et le présentera, mais une initiative extrêmement intéressante, innovante dans la façon à la fois d'aborder l'enseignement, la recherche, et on souhaite soutenir ce centre, et je suis très heureux que des interactions se développent avec le comité d'éthique. Et puis enfin remercier et féliciter très, très chaleureusement Hervé Schneeweist, président du comité, François Hirsch, son secrétaire général, bien entendu tous les membres du comité et tous ceux qui ont contribué au succès de cette journée. Je crois qu'il y a qui doivent tourner, qui vont nous rejoindre. Donc, bravo et un grand merci. Quelques mots, Hervé va venir sur les travaux du comité, et ça va vous être présenté cet après-midi, mais quelques mots sur l'importance pour l'INSERM et la pertinence et l'actualité des thématiques que le comité traite. Le comité traite bien des questions concernant la pratique de la recherche, notamment à l'INSERM, et ces travaux sont ça bien distincts et complémentaires de ceux du Comité consultatif national d'éthique. Et on aura en fin de matinée, comme grand témoin de cette journée, Jean-François Delfrécy, bien connu de la communauté scientifique, mais président du Comité consultatif national d'éthique depuis le début de l'année. Les travaux des groupes sont donc présentés cet après-midi. Quelques mots. Genre et recherche. Je me souviens, Hervé, que c'était dès ta prise de fonction une des problématiques que tu avais soulevées. Je me souviens d'un séminaire, de ton intervention à un séminaire de direction de l'INSERM. Le comité a bien avancé sur ces sujets, avec un certain nombre de propositions concrètes, notamment créer une structure pour implémenter les recommandations de prise en compte du genre dans la pratique des recherches. Ça concerne bien entendu l'INSERM, mais on reprendra vos propositions. Mais ça concerne l'ensemble de la communauté scientifique, et la proposition que je te fais, Hervé, c'est que les propositions soient présentées, discutées lors d'un prochain conseil d'Avicen, puisqu'on y rassemble l'ensemble de la communauté des sciences de la vie et de la santé. Le deuxième sujet qui, bien entendu, à nouveau d'actualité, c'est embryon et développement, avec les questions éthiques issues notamment des dernières avancées, comme la possibilité de cultiver des embryons humains in vitro jusqu'à 13 jours. Vos travaux sur les recherches au Sud, qui sont particulièrement d'actualité pour l'INSERM, avec notamment les questions de la qualité du consentement, particulièrement d'actualité parce qu'on est fortement impliqué en Afrique, en Guinée en particulier, sur des essais thérapeutiques et aujourd'hui des essais vaccinaux contre Ebola. Et puis enfin, les travaux du comité sur la représentation de l'animal. Comment bien vivre avec l'expérimentation animale, toujours nécessaire, toujours plus complexe. Bien vivre pour les chercheurs, pour les personnels ingénieurs, techniciens, zootechniciens. C'est une question cruciale, et on est là aussi très attentif à la proposition que vous pourrez faire. Et puis enfin, l'énorme travail autour de CRISPR, après la saisine du comité par Yves Lévy, vos propositions, vos recommandations, et ça a été à l'origine d'une très intense mobilisation internationale, de nombreux colloques, Paludisme et Gene Drive à Vienne, un colloque INSERM pays latino-américain à Buenos Aires,
un colloque INSERM ICMR, l'Indian Council of Medical Research, à Delhi en avril dernier, auquel j'ai eu la chance de participer et de voir à quel point les travaux du comité mobilisaient au niveau international, avaient une visibilité et permettaient de faire avancer la réflexion. Et puis au niveau européen, là aussi un très gros travail que le comité a effectué, plusieurs colloques, une note à Nature en janvier et prochainement l'article complet publié dans Transgenic Research avec la proposition de mise en place d'un groupe d'experts européens qui pourrait être installé prochainement sous l'égide de l'INSERM. Comme chaque année, un thème pour cette journée, ce sera le thème de la matinée, là aussi d'actualité avec le nouveau groupe de travail sur les enjeux éthiques d'un monde connecté. C'est réellement une nouvelle forme de socialisation des pratiques médicales et de la recherche clinique, avec les questions que cela pose pour l'accès des patients aux essais cliniques, le recrutement de patients sur Internet, les financements participatifs de la recherche, la constitution de communautés de malades via les réseaux sociaux, de nouveaux modes de mobilisation qui posent un grand nombre de questions que vous allez aborder ce matin. Comment ces pratiques remettent en question les procédures validées, notamment des procédures d'évaluation. Comment protéger les personnes sans gêner, tout en permettant les avancées que les nouvelles technologies permettent, et bien entendu toutes les questions liées à la protection des données personnelles. Donc encore une fois, bravo et merci à tous ceux qui ont contribué à l'organisation de cette journée, le département de l'information scientifique et de la communication de l'INSERM. Hervé, un grand merci et félicitations pour la façon dont tu animes et rends dynamique l'ensemble et visible l'ensemble des travaux du comité. Merci beaucoup. Bon, tout d'abord, un grand merci de nouveau et à Thierry et à l'ensemble d'entre vous de venir, parce qu'il n'est pas de travaux possibles sans qu'il y ait une mobilisation de la communauté. Alors cette mobilisation de la communauté, elle commence bien évidemment par la mobilisation des participants du comité d'éthique de l'INSERM. Je vous rappelle, ça sera la première chose, que sur ce millésime 2016-2017, la première chose, ça a été le renouvellement du comité d'éthique, et on remercie la direction générale de l'INSERM de nous avoir fait confiance d'une façon générale. Le comité s'est enrichi de nouvelles personnalités, et je tiens à dire que de façon un peu curieuse par rapport à notre attention aux différentes parités et aux INSERM, pas INSERM, Paris, province, évidemment la parité du genre, on avait omis la question chercheur personnel technique, et qu'on a eu la grande chance de pouvoir accueillir Isabelle Jouet qui anime une plateforme qui a toutes les qualités. C'est une femme, elle est provinciale et elle est venue enrichir les travaux du comité. Alors, le comité, il a les différents groupes. Je ne vais pas revenir sur ce que Thierry a déjà très bien dit. À ces groupes classiques, et bien sûr sur le site du comité, visitez le site du comité d'éthique, vous verrez les notes et les travaux et les profils. On n'a rien à cacher sur les profils de nos membres et des différents liens d'intérêt, puisqu'il n'existe pas d'experts sans lien d'intérêt. On aura cet après-midi quelque chose sur déontologie et intégrité. Je crois qu'aujourd'hui, avec le procès qui s'ouvre, c'est particulièrement criant, même si c'est plutôt un médecin, mais ça rejaillit sur nous tous cette tâche à l'intégrité, ou en tout cas au manque de transparence. On est aujourd'hui dans une société où il faut absolument des transparences sur les liens qui existent, de telle façon à ce que, à certains moments, dans certains contextes, et la note du comité qui avait été écrite il y a déjà 2 ans sur la déclaration de lien d'intérêt souligne à quel point nous avons
tous des liens d'intérêt, et c'est le contexte qui fait que ces liens peuvent devenir à certains moments des conflits d'intérêts. Cette année, on a été très impliqués dans la mission intégrité aussi que Pierre Corvol a menée pour le ministre de la Recherche qui était Thierry Mandon. Ça a abouti à une mission à l'intégrité structurée maintenant au sein du gouvernement. Il faudra voir comment c'est, sous l'égide de l'HCERS, avec réellement une prise en compte de l'enseignement de l'intégrité et des questions autour de ces liens d'intérêt qui sont essentiels. On y reviendra cet après-midi. Donc, la recherche avec accès direct, un nouveau groupe de travail qu'anime François Essinger et qui va être le sujet de la matinée. Et puis, les questions fondamentales en partenariat étroit avec Christine Dosquet et le comité d'évaluation éthique, qui sont ces nouvelles questions autour de l'éthique des projets de recherche, autour de la complexité, autour de la multiplicité des partenaires impliqués. Et c'est pour ça qu'on est très heureux aujourd'hui d'avoir ce partenariat renouvelé avec le Centre de recherche interdisciplinaire, parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas se limiter à la biologie, on ne peut pas se limiter à la médecine. Il faut prendre en compte la culture, les pratiques sociales, les habitus, les lieux, les régimes politiques même. Donc c'est interdisciplinaire. Et aussi le partenariat avec l'Espace éthique Île-de-France, parce qu'Emmanuel Hirsch et toute son équipe ont beaucoup réfléchi autour de ces questions de la compréhension de la complexité aujourd'hui de ce que c'est qu'un essai clinique, de la complexité de ce qu'est aujourd'hui la conception de la maladie, et qu'est-ce que veut dire aujourd'hui un consentement dans ces conditions. Thierry a déjà parlé de l'intense activité du comité. Alors je remercie tout particulièrement François Hirsch et Solveig Fenet et Yamina Sadani pour leur mobilisation autour de ces possibilités. On a eu un gros partenariat aussi avec le Wellcome Trust sur ces questions. On est parti du constat, et quand je dis on est parti, c'était les conclusions d'Yves Lévy dans le colloque du 16 mars 2016, colloque européen sur les questions de modification ciblée du génome. À quoi ça sert de faire une note dans son coin? Et au fond, c'est ce qu'on va discuter toute la journée. C'est formidable de réfléchir, mais à quoi ça sert de réfléchir si on est seul? Et je tiens ici à saluer son Excellence Madame von Rossum du ministère des Affaires étrangères, qui est en charge pour le ministère de ces questions éthiques internationales. Et donc, l'INSERM s'est clairement impliqué pour dire nous devons partager, nous devons inclure des partenaires dans cette question. Alors, inclure des partenaires, ça a été le colloque européen. Et vous verrez donc prochainement dans cet article de Transgenic Research les propositions de ce groupe européen qui non seulement réunit de nombreux pays européens, par exemple nos partenaires de l'Académie Léopoldina d'Allemagne, un grand nombre de pays de l'Union européenne, mais également des institutions comme l'Agence européenne du médicament, comme l'ERC, le European Research Council, en tout cas des personnes impliquées dans les questions éthiques. Et donc, on a vraiment là une base pour créer ce groupe européen d'experts. Dans un éditorial récent de Nature Méthode, on a vu l'appel à la constitution d'un groupe américain d'experts. Donc on voit qu'au niveau international, il y a une prise de conscience. Prise de conscience au niveau de l'implication pour lutter contre certaines maladies. Je vous rappelle que le paludisme, par exemple, ou d'une façon générale, les maladies liées aux vecteurs que sont les moustiques, c'est 1 million de morts par an. Le paludisme à lui tout seul, c'est 438 000 morts par an. Et on a eu une réunion très intéressante à Vienne sur est-ce qu'on peut utiliser ces modifications des moustiques pour lutter contre ces fléaux. Et je vous signale d'une part le rapport, avec un conflit d'intérêts évident, l'excellent rapport de l'Office parlementaire. Vous verrez que dans le comité de pilotage, je suis membre, donc je ne vais pas dire que c'est un mauvais rapport, mais enfin c'est bien sûr Jean-Yves Ledéo et Mme Procaccia qui sont les coordonnateurs de ce rapport. Vous le trouvez sur le site de l'Office parlementaire, un énorme rapport sur les
biotechnologie et en particulier les modifications ciblées du génome. Un excellent rapport également, et là je n'y suis strictement pour rien, du Haut Conseil des biotechnologies qui a été présenté la semaine dernière, encore une fois sur l'utilisation des moustiques transgéniques suite à une saisine du ministère de l'Environnement et du ministère de la Santé. Et donc ces questions, elles sont aujourd'hui sur la table. Le message, et le message fort, je pense, sur le plan éthique, c'était de dire, par nos partenaires africains qui étaient mobilisés à Vienne, donc encore une fois cette démarche inclusive, cette phrase de Ricoeur à l'affirmation par soi de la liberté, ajouter la volonté que la liberté de l'autre soit. Cette démarche inclusive de nos partenaires africains était de dire, depuis 20 ans, nous avons réussi à diminuer l'incidence du paludisme des 2/3. On est passé d'1 million de morts à 438 000. On est passé de 900 millions d'impaludés à 300 millions d'impaludés grâce aux moustiquaires, grâce aux répellents, grâce à l'éducation pour assécher les eaux dormantes, grâce à l'éducation sur les fièvres. Le travail est en cours. Il y a d'autres stratégies que des modifications du ciblé, par exemple la vaccination. Ne mettez pas tous les œufs dans le même panier et impliquez-nous dans la réflexion autour de ces questions. Je pense que ça fait écho à des recherches interdisciplinaires, ça fait écho, Emmanuel, à la réflexion collective et l'émergence d'une intelligence collective pour arriver à prendre en charge ce genre de fléau. On a fait la même chose à Buenos Aires avec je crois, 16 pays latino-américains. François, tu me corriges si je me trompe. On a fait la même chose à New Delhi et Thierry Damerval a rappelé qu'il était présent pour cette réunion qui a été au plus haut niveau, non seulement au niveau de l'INSERM, mais au niveau de l'ICMR, qui est l'équivalent de l'INSERM en Inde, où la directrice générale est restée le 1 jour et demi du colloque, au niveau du ministère indien des biotechnologies, le DBT, où là encore le directeur était présent, et de façon intéressante, parce que les choses sont un peu les mêmes maintenant à l'échelle internationale, au cours de ce 1 jour et demi de colloques d'experts, il y a eu une session de 2 heures ouverte au public, ouverte aux associations de malades. Je vous rappelle que dans le comité d'éthique de l'INSERM, nous avons une représentante du GRAM, enfin des associations de malades et une interface avec le GRAM, donc ce groupe où 450 associations de malades sont représentées à l'INSERM. Donc cette implication, cette ouverture, les scientifiques ne sont pas dans leur tour d'ivoire, ils sont ouverts sur le public. Et puis, on a encore eu une réunion à Genève avec la Commission nationale suisse qui a un peu les mêmes préoccupations que les nôtres. Et grâce à Bernard Bocci et à la Fondation Brochet qui nous accueillait, on a pu ouvrir le dialogue, très francophone, mais ouvert avec nos collègues de la Commission nationale suisse. Les publications, on en a parlé. Je voudrais revenir sur une chose sur laquelle on a été consultés, qui sont une réunion des différents organismes de recherche à l'échelle internationale. Là encore, Thierry est très impliqué sur cette question. Et cette concertation, elle permet, comme on le propose aussi au niveau du groupe européen d'experts, de définir des matrices de risques et de définir des manières de se comporter. Donc ces principes pour les organisations qui soutiennent la recherche ou qui pratiquent cette recherche, donc les sponsors, c'est par exemple le Wellcome Trust, et les organisations, c'est comme par exemple la nôtre, eh bien, non seulement, bien sûr, il n'est pas de science, il n'est pas d'éthique sans une qualité de la science, ça c'était déjà Jean-Bernard qui en parlait, il n'est pas de science qui ne soit pas dans ces domaines en particulier, mais même en général, au service et ouverte sur le public. Et il n'est pas de science dans ces conditions, surtout quand on touche à des questions de santé publique, qui ne doivent pas être accompagnées sur ces questions de bonne gouvernance. Et vous le voyez, il y a l'affirmation très claire par l'ensemble de ces organismes, c'est l'INSERM, c'est l'NIH, c'est le Wellcome Trust, c'est l'ERC, de cette nécessité de démontrer la transparence et la capacité de rendre compte. On ne peut plus, sur ces questions fondamentales, mener une recherche en disant « laissez-nous travailler, vous verrez bien ce qui sort après ». Aujourd'hui, on a la nécessité d'un accompagnement et d'une prise en charge au fur et à mesure de ces questions.
et de renforcer à cette occasion la capacité de dialogue, la capacité d'éducation. Ce sont des questions complexes. On ne peut pas juste donner son opinion sur des questions aussi complexes. Il faut une formation et une éducation. Mais ça part du principe que non seulement les gens sont capables de comprendre, non seulement les gens sont capables d'interagir, de définir ensemble les points qui sont actionnables, sur lesquels on peut agir, et d'accompagner cette mise en œuvre à une échelle nationale et internationale. Je pense que ce sont des principes de responsabilité qui vont s'incarner bientôt avec l'ouverture des États généraux de la recherche. Peut-être que Jean-François Delfrécy en parlera. En tout cas, il y aura une réunion des différents comités d'éthique fin octobre pour lancer ces États généraux de la recherche sous l'égide du CCNE, puisque la loi le lance. Et je pense que cette démarche est essentielle pour ces États généraux de la recherche. Il y aura d'autres réunions qui vont venir. Il y en a une à Berlin de l'OCDE sur ces questions de gouvernance concernant les modifications ciblées du génome et les thérapies qui pourraient en émerger. Nous verrons avec la gouvernance de l'INSERM comment lancer ce groupe européen d'éthique. Et puis dans les rendez-vous, parce qu'il ne suffit pas de crier ou de proclamer qu'on est inclusif, il faut le faire. Il y aura un rendez-vous africain. Nos partenaires y tiennent beaucoup et nous aussi, et il sera probablement à Dakar, soit dans le cadre du Congrès mondial de bioéthique, soit dans le cadre d'une réunion autour du HIV, en tout cas en avril ou mai prochain, et nous serons très heureux d'être partenaires de ce rendez-vous. On a été évidemment, comme chaque année, on a répondu aux demandes qui nous ont été faites par différentes instances de l'INSERM. Ça devient maintenant classique. Je voudrais souligner la journée genre et recherche, remercier Jennifer Marchand et Catherine Vidal qui organisent cette journée recherche et santé autour des questions du genre. Ça sera un grand rendez-vous le 23 novembre organisé par l'INSERM et je vous y convie tous. Et puis, bien sûr, j'ai déjà mentionné un certain nombre de gens, mais je voudrais revenir sur l'équipe du comité sur lequel on ne ferait rien. Yamina Sadani, Myriam Bilakwa, Frédéric Koulikov, à qui vous devez la mise en page de la newsletter, les affiches des comités, Catherine Dastier et toute l'équipe du DISC qui nous soutiennent et qui nous accompagnent dans nos actions, et puis tout particulièrement aujourd'hui, les amis. Alors Emmanuel Hirsch, c'est un partenariat, une amitié, une complicité de tous les moments, et il viendra dire un mot tout à l'heure. J'espère qu'il ne me démentira pas sur l'amitié et la complicité. François, c'est aussi une vieille complicité, une vieille amitié qu'on renouvelle, et parce que, comme je vous l'ai dit à plusieurs reprises, il n'y a pas de recherche sans éthique, il n'y a pas d'éthique sans interdisciplinarité, et on en parle depuis longtemps, mais maintenant on va passer à une autre étape, c'est-à-dire on va passer du parler au faire, et il n'est réellement d'intérêt que de faire les choses. Et puis je voudrais remercier Philippe Bach, le directeur de l'École nationale supérieure d'architecture, qui nous accueille aujourd'hui dans ces nouveaux locaux, ces locaux qui sont tout à fait originaux et qui tout me permettent d'avoir un amphithéâtre, je l'espère pas trop inconfortable, et en tout cas sur le plan de l'espace. Voilà, on va ouvrir surtout la discussion, et je vous remercie encore une fois tous d'être là aujourd'hui. Merci. Soyez rassurés, je ne vais pas commencer une conférence, je m'assois uniquement parce que j'avais pris une note quand j'ai écouté Hervé Schneves. Je voulais d'abord dédier cette journée à un de vos membres, qui est Mylène Baume, pour lui dire qu'on a une pensée particulière, et on sait à quel point elle apporte, y compris dans la réflexion sur le genre, beaucoup au comité d'éthique de l'INSERM. Remercier évidemment l'équipe du comité d'éthique de l'INSERM. Pour nous, c'est un privilège de pouvoir chaque année participer à vos réflexions, et je le dis souvent, et ce n'est pas uniquement une formule, je dis souvent que pour nous, c'est vraiment le comité d'éthique, dans la mesure où vous avez su trouver le bon équilibre entre une approche très concrète, très humaine, j'allais dire de l'éthique d'en bas, et puis une réflexion
avec cette dimension d'anticipation que travaille notre équipe à l'Espace Éthique. Vous savez qu'on a un séminaire sur l'anticipation, vous pourrez regarder d'ailleurs sur le site depuis 3 ans, qui est animé par Léo et Paul Loup, que vous entendrez tout à l'heure. 2 points qui m'ont impressionné par rapport à la date de cette réunion. Tout à l'heure, on évoquera la Convention d'Oviedo, 20 ans. Il ne faut pas oublier que dans quelques jours, en août prochain, on évoquera aussi le Code de Nuremberg, donc 70 ans après, et les fondements de l'éthique médicale. Et je vous incite à regarder à une époque où il n'y avait pas cette connexion. S'il y avait eu des connexions, peut-être qu'il n'y aurait pas eu de Shoah. À une époque où il y avait moins de connexions, les présupposés, en tous les cas les fondamentaux auxquels on doit se référer souvent quand on parle d'éthique de la recherche. Puis hier, on avait notre école d'été d'éthique à quelques mètres d'ici, à Diderot, et une intervenante qui travaille en banlieue, c'est Bénédicte Madelin, nous parlait de cette réalité des déconnectés. C'est-à-dire les connectés, effectivement, ceux à qui on pense, nous on en fait partie, puis il y a les déconnectés. Et elle nous parlait de toutes ces marginalités qui sont finalement à vivre douloureusement, non pas uniquement la relégation, mais cette déconnexion. Là, on parle de fracture numérique, mais c'est plus qu'une fracture, c'est un sentiment d'indignité. Donc quand on parle de connexion, de la même manière que vous avez une sensibilité à juste titre pour les pays du Sud, je pense qu'il faut aussi avoir cette réalité bien en tête. 2 points, le titre m'a un peu au départ surpris. Je ne savais pas si c'était le monde connecté, c'est-à-dire la pratique de l'éthique, ou quels étaient les enjeux de l'éthique dans un monde connecté. Voilà, c'est une question que je me suis posée, dans la mesure où pour nous, on ne pourrait pas concevoir de faire l'éthique sans être en réseau, sans être en lien, sans être en relation, en interrelation, sans être en concertation. Donc pour nous, par nature, alors on n'employait pas à l'époque le mot de connexion, mais c'est le vivre avec, c'est le bien commun, c'est donc ce qui nous rassemble. Et souvent, la connexion nous donne plutôt l'impression de la mise à distance, d'une certaine façon. En tous les cas, la virtualisation, la numérisation, est-ce que c'est compatible avec une réflexion éthique en face à face? Est-ce que c'est encore compatible avec la complexité? Parce qu'on voit très très bien que la connexion, c'est souvent effectivement chercher les mots-clés, la simplification, c'est souvent la rapidité, alors que l'éthique demande du temps. Alors c'est vrai que votre comité ne rend pas d'avis, il rend des notes et je suis très attentif au fait que ces notes se prolongent dans le temps puisqu'on se les approprie. Mais le temps TEMPS de l'éthique me semble un plan à prendre en considération. Deuxième point qui me semble important, si on parle de monde connecté, la vraie question que je me pose aujourd'hui, c'est quelles sont les valeurs qu'on partage dans ce monde connecté. Et on voit qu'une des crises majeures, et ce n'est pas parce qu'au Conseil des ministres, aujourd'hui, on va nous parler non pas de modernisation, mais de moralisation de la vie publique, ce n'est pas pour autant qu'on partage des valeurs dans un monde de dérégulation et dans un monde de rupture précipitée. Donc, me semble-t-il, et je serai attentif, moi personnellement en tant que public, à ce qui va se dire de ce point de vue-là aujourd'hui, quels sont les fondamentaux qu'on partage aujourd'hui et qui nous permettront de résister aux dérives de la connexion. Et puis, quand on parle de connexion, il faut se dire que c'est peut-être une servitude que l'on accepte d'une certaine manière. Est-ce qu'on y trouve plus de liberté, plus d'humanité, plus de capacité de questionnement? Bref, est-ce que la connexion, telle qu'on va en parler, va amplifier notre questionnement éthique? Au contraire, est-ce qu'il va l'assécher? C'est une question qu'on peut se poser. Parce que, à part, j'allais dire, un discours, des effets d'annonce, une espèce de mythologie sur tout ce qui est connexion, e-médecine, et je ne vais pas décliner tout ce qu'on nous parle en termes d'e-santé, je vois mal, dans le fond, quel sera l'apport, j'allais dire qualitatif, du point de vue de la relation de soins. Et surtout, quand tu dis dans le titre entre confiance et défiance, c'est bien, pour nous on est très attentifs à ces notions, mais qu'en est-il de la responsabilité? Voilà. Et je pense que ce qu'on attend d'un professionnel, d'un chercheur, tout à l'heure on parlera d'intégrité scientifique, d'éthique de la recherche, à travers effectivement la démarche qu'a induite Thierry Mondon, c'est le sens de la responsabilité et une capacité d'analyser, une capacité parfois d'alerter et une capacité, tu l'as dit tout à l'heure, de dialoguer avec le public. Le dialogue, ce n'est pas uniquement par réseau, ce n'est pas uniquement d'une manière virtuelle et ce n'est pas entre élus. Donc comment démocratiser ces questions? Et j'en termine pour dire que je trouvais la question importante. Hier, quand j'ai introduit nos journées d'éthique, le thème c'était, j'ai pris à la démarche éthique, donc introduction à la démarche éthique dans le soin et l'accompagnement. Moi j'ai fait mon exposé initial sur la notion d'éthique du care. Notre président de la République a eu souvent dans ses interventions récentes cette notion de bienveillance, d'attention aux personnes en situation de vulnérabilité, pour ne pas dire de déconnexion sociale. Qu'en est-il de la connexion à notre réalité d'une personne polyhandicapée, pour prendre un exemple précis? Bref, il nous a en tous les cas donné le sentiment d'être attentif
à ses marges, à ses exils, à ses relégations. Et pour moi, ce qui me paraît tout à fait intéressant, c'est comment dans un monde de la technicité, dans un monde de la compétitivité, dans un monde de la performance. Et d'ailleurs, c'était très intéressant quand tu as présenté les résultats brillants, et je les admire, des réalisations du comité d'éthique de l'INSERM. Il y a les déplacements que vous avez faits, il y a les publications. La vraie question, c'est comment on évalue aujourd'hui un comité d'éthique, sur quel type de performance, sur quel type d'apport à une institution qui quelquefois doute de ses valeurs et recourt à l'expertise de spécialistes pour parler d'éthique du management. Toutes ces questions me semblent importantes et renvoient, me semble-t-il, malgré tout à la dimension du care. C'est l'attention à l'autre. Quand on parle de recherche biomédicale, certes, on peut, ce qu'on fait nous beaucoup maintenant dans le cadre de notre plan national MMD, puisqu'on est l'espace national de réflexion éthique MMD, on est impressionné par l'empowerment, par la prise de pouvoir des personnes malades, par les réseaux qui se constituaient avec des expertises, on parle des savoirs expertos, et on parle de toute cette réalité qui émerge. Mais on voit quand on commence à regarder à la loupe que ce n'est pas tout le monde. Les gens en situation de vulnérabilité, qui n'ont pas un environnement favorable, comment ils peuvent exercer un savoir et un pouvoir par rapport à leur maladie? Je pense que c'est à partir peut-être d'une attention qui relève, alors ça paraît un petit peu un discours de bonne sœur, mais qui relève quand même du sens de la fragilité. C'est-à-dire en quoi ces connexions nous fragilisent. Et je pense que ça paraît décevant de se dire, alors qu'on parle de triomphalisme et que chaque jour, je ne sais quel type de proposition nous est faite quand on écoute le matin France Info, chaque jour il y a une nouvelle proposition, y compris dans l'e-santé, qui nous est faite. On se demande ce que ça nous apporte, mais en tous les cas, ça apporte certainement quelque chose à quelqu'un. Mais la vraie question, me semble-t-il, c'est la fragilité, les fragilisations, y compris, et je termine là-dessus, quand on regarde dans notre domaine, on travaille en tant que laboratoire d'excellence avec Philippe Amouyel sur l'anticipation des traitements pour la maladie d'Alzheimer. Quand une fois la personne sera connectée avec son assureur qui lui refusera toute capacité finalement de faire valeur des droits, quand ces connexions, puisque les assureurs mettent en place aussi maintenant ces connexions qui permettent, quelle belle liberté de savoir combien vous faites de pas dans la journée et quelle est votre attitude, quel est votre profilage par rapport à un bien, par rapport à des normes qui vont être édictées par l'assureur. Mais vous voyez, toutes ces marginalisations, toutes ces discriminations, toutes ces stigmatisations sont au cœur même des textes fondamentaux de l'éthique. Donc j'en ai terminé pour dire avec quelle appétence toute notre équipe. Je remercie aussi, puisque tu as remercié des gens, je remercie Virginie Ponel qui est dans la salle, qui est directrice adjointe d'Espace Éthique. Bref, toute notre équipe vient là avec des yeux lumineux, brillants, d'attente, parce qu'on sait qu'à l'espace que vous constituez en tant que comité d'éthique, il se passe des choses importantes. Merci de votre attention. Bon, merci de m'avoir invité, de nous avoir invités à essayer de réfléchir ensemble à ce qu'on pourrait faire pour, comme tu le disais très justement Hervé, faire ensemble et penser c'est bien, mais partager et avancer c'est forcément encore mieux. Plus on inclut de gens, mieux ce sera. Donc le Centre de recherche interdisciplinaire est né il y a une quinzaine d'années pour créer un espace de liberté, un cadre de liberté dans lequel des étudiants pouvaient explorer un certain nombre de sujets différemment et pouvoir utiliser les apports de chaque discipline, les méthodologies de chaque discipline pour porter des sujets. Et typiquement, les étudiants chez nous font 3 stages dans 3 laboratoires de 3 disciplines différentes, hein, en Master 2, et éventuellement définissent un sujet de thèse à l'interface de ces différents laboratoires pour faire des choses qu'ils ne pourraient pas faire dans des écoles doctorales plus classiques. Donc ça, c'est quelque chose qu'on fait depuis un certain nombre d'années. On a une école doctorale qui s'appelle Frontières du Vivant. On a monté aussi, en plus du master Approche Frontières du Vivant, une licence où on essaie de former par la recherche les étudiants dès l'après-bac. Et puis progressivement, on est remonté encore chez les plus jeunes. On a aujourd'hui un programme qui s'appelle les Saventuriers, que certains d'entre vous connaissent peut-être. Et les Saventuriers, c'est parti d'une observation qui, moi, m'a frappé, qui est que les plus jeunes auteurs de publications scientifiques ont 8 ans. D'accord. Moi j'ai été un peu surpris parce que je fais partie d'un monde où je croyais qu'il fallait avoir fait de longues études pour avoir le droit de poser une question, et visiblement non. Et il y a eu d'ailleurs des recherches en sciences cognitives plus récentes à Berkeley qui ont montré qu'on est tous nés chercheurs, et vous avez tous observé des bébés, et vous avez tous observé à quel point ils sont curieux, ils expérimentent, ils font des erreurs, ils apprennent de leurs erreurs, et ils progressent, et quand ils ont progressé ils sont vraiment trop contents. Et finalement c'est ce qu'on retrouve chez les chercheurs. Donc on peut dire que les chercheurs sont de grands enfants ou l'inverse comme vous voulez, mais on n'a pas exactement les mêmes rituels, on a éventuellement des méthodologies qu'on pense avoir affinées, on a la capacité à gravir des épaules de géants, qui à mon avis est une des caractéristiques importantes de la recherche.
Mais en fait, les enfants sont très demandeurs de ce genre de choses. Et donc aujourd'hui, on accompagne des centaines de classes dans différentes disciplines, et à la fois des disciplines scientifiques de biologie, physique, astronomie, etc., mais aussi des sciences humaines. On a fait le droit, la sociologie, l'histoire, par exemple. On avait les aventuriers des villes hier. Hier, il y avait un colloque qui s'appelle le colloque Changer d'air, qui avait lieu à la Cité des Sciences, et qui parlait de robotique, d'intelligence artificielle, et les aventuriers ont gagné un prix. Où ils ont mis en avance le fait que les enfants qui travaillent sur ces sujets de haute technologie, qui se posent en même temps, très spontanément, ces questionnements éthiques. Du genre, ils s'interrogent à la fois sur qu'est-ce qu'il y avait avant le Big Bang et qu'est-ce qu'il y aura après nous. Et ils sont vraiment très curieux. Vous savez peut-être que le pic de questionnement, c'est à 4 ans. D'accord. Alors qu'est-ce qui se passe après? Ça décline. Donc qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer de changer ça? Ça fait partie des questions qu'on se pose. Et est-ce qu'il faut le changer? Si tu veux, le débat a commencé, en tout cas mon implication dans ce genre de sujet a commencé quand mon fils, qui a aujourd'hui 18 ans, à l'époque en avait 6, et sa maîtresse me dit: il est charmant cet enfant, mais il pose des questions. Voilà, donc j'ai essayé de dire que c'était une maladie génétique, qu'il y avait heureusement des métiers spéciaux pour les gens qui avaient ce genre de pathologie, et qu'on était accompagné par l'INSERM et quelques autres dans ces caractéristiques. Mais je pense que, pour en avoir pas mal discuté avec des amis journalistes, par exemple, il y a les mêmes types de questionnements, et je pense que la société entière a besoin de se questionner, parce que c'est pas comme si le monde allait parfaitement bien, et il est dans une très grande mutation. Et donc je pense qu'on a besoin de réinventer beaucoup de choses, et que plus que de sélectionner les étudiants sur une compétition où on les met en compétition sur les savoirs d'hier, il vaut mieux les amener à se questionner et à coopérer pour inventer les solutions de demain. Et donc c'est ça qu'on essaye de porter comme valeur. Et donc très naturellement, les questionnements éthiques sont à l'intersection de tout ça, parce que les sciences et les techniques sont toujours plus puissantes. Et donc on essaye de former les étudiants à ça. Pour donner un exemple que j'évoquais brièvement tout à l'heure avec Hervé en marge, à l'EPFL, et je ne sais pas comment ça serait dans le monde de la recherche biomédicale, ce serait intéressant de faire des tests. À l'EPFL, ils ont interrogé leurs étudiants sur leur capacité de raisonnement éthique. Donc déjà, c'est en soi, comment est-ce qu'on mesure ça, on pourrait en débattre. Mais ils ont posé cette question au début et à la fin des études. Et en fait, la capacité au raisonnement éthique semble décroître avec le nombre d'années d'études quand on est dans une école d'ingénieur. Donc moi qui ai fait une école d'ingénieur, je vois à peu près ce que ça veut dire. Et effectivement, en l'occurrence à Polytechnique, il y a des cours de sciences humaines qui sont systématiquement obligatoires et qui amènent à une vraie réflexion. Et je pense que c'est absolument indispensable. Moi j'ai eu la chance de faire partie de ce qui était l'ancien comité d'éthique de l'INSERM, que Claude Richelieu avait initié. Et à l'époque, je n'ai pas compris pourquoi on m'avait demandé de faire ça. C'était l'époque de Dolly, etc. Et moi, ça m'avait rendu malade de me repencher sur tout un tas de sujets qui me dépassaient complètement par rapport à ma faible capacité à comprendre déjà ce qui se passait dans mon labo sur mes bactéries. Je me disais, mais ces enjeux me dépassent complètement. Et ils me dépassent toujours, je vous rassure. Mais d'un autre côté, je pense que c'est indispensable de faire ça. Et j'étais le 11 septembre 2001 à New York, pour vous donner un exemple d'événements qui peuvent marquer dans la vie, et puis j'ai vu qu'effectivement le bioterrorisme commençait à arriver, qu'on pouvait effectivement utiliser les bactéries à des fins tout à fait répréhensibles. Et donc je me suis toujours plus interrogé là-dessus. Et aujourd'hui, les étudiants, quand on les forme, on les forme pas simplement à penser le fondamental et l'appliquer, mais aussi les implications des recherches qu'ils peuvent mener, et à y réfléchir collectivement avec l'apport de chaque discipline qu'ils représentent. Et ça, je pense que c'est extrêmement important. Pour utiliser une métaphore que j'aime bien et qui peut permettre peut-être d'illustrer nos sujets communs, c'est la métaphore de l'éléphant et des 6 aveugles. Je ne sais pas qui connaît cette légende indienne, mais vous avez 6 aveugles qui touchent chacun un bout de l'éléphant, et celui qui touche la trompe est persuadé que c'est un serpent. Celui qui touche la patte pense que c'est un tronc d'arbre. Celui qui touche le corps pense que c'est un mur. Celui qui touche la queue pense que c'est une liane. Celui qui touche la défense pense que c'est une lance. Et évidemment, ils sont en conflit parce qu'ils pensent tous avoir raison. Et il y a un sage, comme on peut en avoir en Inde, qui passe et qui leur dit que s'ils étaient capables de se parler
de partager leurs observations, peut-être qu'ils arriveraient à une meilleure compréhension de la complexité du monde à laquelle ils sont confrontés. Et je pense qu'on a beaucoup d'éléphants. En anglais, on dit the elephant in the room, donc je ne sais pas où il est. Mais il y a beaucoup d'éléphants qui nous entourent. Prenez un événement, que ce soit un événement comme Charlie ou le climat, qui sait ce qu'était Charlie, chacun d'entre nous, on n'en a vu qu'un élément. Et je pense que les changements à venir dans ce monde hyper connecté, personne ne peut prétendre en comprendre toute la complexité. Et donc on a vraiment besoin de s'interroger et de faire progresser la réflexion, en particulier des plus jeunes, mais pas seulement. Je pense que les patients, les impliqués, l'ensemble des acteurs, ça me semble absolument nécessaire. Et donc pour essayer de reconstituer un peu plus la complexité de l'éléphant et d'en faire prendre conscience. Les étudiants, par exemple, quand on leur explique ce que vous devez savoir qu'Aristote avait défini 3 formes de connaissances, épistémé, techné et phronésis, on leur dit qu'épistémé et techné, c'est la science et la technologie, qu'elles ont beaucoup cru depuis le temps d'Aristote. Mais quand on leur explique que la phronésis, c'est l'éthique de l'action, et que plus personne ne leur a parlé, ça les interpelle. Et effectivement, plus la science et la technologie sont puissantes, plus la réflexion éthique doit être importante. Et c'est vrai que ceux qui ont, par exemple, on a eu une des étudiants qui ont travaillé sur CRISPR parmi les premiers, on a des étudiants qui s'intéressent à l'intelligence artificielle, à l'hybridation entre l'homme et la machine. On voit bien qu'il y a des thématiques qui peuvent être très intéressantes pour la santé et qui en même temps ne vont pas s'en poser des questions éthiques très importantes. On a parlé, donc, le thème aujourd'hui, c'est l'homme connecté et la réflexion éthique dans cette connexion toujours plus forte. Cette connexion nous amène également au meilleur comme au pire. C'était déjà vrai des langues d'Ésope, vous savez, on pouvait dire les plus belles et les pires des choses depuis l'Antiquité, mais aujourd'hui on peut les dire les plus belles et les pires à des échelles sans précédent, et ça nous amène à des tromperies ou à des fake news ou à tout un tas de choses de ce genre. Et comment est-ce qu'on se forme à éviter ça? Je pense que c'est absolument crucial aujourd'hui, et donc ce que j'espère, c'est qu'ensemble, on puisse travailler à réfléchir, à mobiliser non seulement l'intelligence qui est dans la salle, mais assez fondamentalement l'intelligence collective distribuée que le monde des réseaux a, pour essayer de réfléchir à ces questions et en particulier chez les plus jeunes. Mais je pense qu'on a... c'est mon côté biologiste de l'évolution et bactériologiste. Je pense qu'on a besoin d'une espèce de forme de système immunitaire sur les sujets qui nous concernent, parce qu'on a besoin de développer une réflexion collective sur ce qu'on a envie, et ça ne peut être que distribué. Le système immunitaire est un système distribué qui est capable de reconnaître ce qui est potentiellement pathogène, et on a besoin d'identifier ce genre de choses. On a des nouvelles formes d'obscurantisme, on a besoin de nouvelles formes de lumière, on a besoin de réfléchir à ça, et on a besoin de comprendre les boîtes noires qui sont les nôtres. Notre cerveau est aveugle de bien des manières. Il a plus évolué comme un avocat que comme un être scientifique rationnel et éthique. Et donc on a besoin de prendre conscience de ça, d'en faire prendre conscience les plus jeunes, et de développer des outils à la fois personnels et collectifs, physiques et numériques, pour inventer ça. Et je pense que je suis vraiment content d'être là aujourd'hui, de pouvoir apprendre tout ce qui va se dire et de pouvoir réfléchir ensemble à ce qu'on pourrait faire pour avancer dans ces directions. Merci.